Ceci est un canon. Tout comme ce livre. Mais alors, pourquoi désigne-t-on l'ensemble des aventures de Sherlock Holmes sous ce terme, ou celui de récit sacré, à l'instar de nos amis anglo-saxons? Voilà un lexique religieux qui n'est pas sans évoquer la dimension mythique du détective consultant. Le terme canon est utilisé pour différencier les textes originaux écrits de la main de Conan Doyle de toute la production littéraire dite apocryphe, œuvres qui reprennent le personnage de Sherlock Holmes à son actif, soit des milliers de pastiches et de parodies dont les premiers ont été écrits de son vivant. Ces récits apocryphes peuvent faire allusion aux affaires élucidées par Holmes, et qui émaillent les récits du docteur Watson, ou provenir du grand hiatus, la période durant laquelle Holmes est censé être mort, et dont il fait mention dans le texte la maison vide. Mais l'on peut également ranger sous le terme apocryphe toute la production holmésienne, littéraire, théâtrale, cinématographique et autres. Tout un ensemble de récits qui ne font que rajouter de l'eau au moulin du mythe Sherlock Holmes. Des exemples ? Prenons la série Sherlock, produite par la BBC. Une excellente transposition du personnage au XXIe siècle. Ou la série Dr House, qui nous dépeint un pur avatar de Holmes. Ce sont 4 romans et 56 nouvelles, qui vont constituer l'ensemble des aventures de Sherlock Holmes pour former le canon. Arthur Conan Doyle va écrire ses 60 aventures sur près de 40 ans, entre les années 1887 et 1927, 3 ans avant sa mort. Mais il est temps de plonger dans les prémices de cette aventure littéraire. Au XIXe siècle, les écrivains et les lecteurs aiment le crime, et certains grands auteurs n'hésitent pas à mettre en avant le côté sensationnel de leurs récits. En effet, comment imaginer un roman de Charles Dickens sans éléments liés au crime? Prenons exemple avec Oliver Twist. Ce roman comporte l'une des scènes de crime les plus célèbres. Le moment où le cambrioleur Bill Sikes assassine sa maîtresse Nancy. Get up. There's light enough for what I've got to do. Why are you looking at me like that? Oh no! 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 Bill! 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 Speak to me! What have I done? You were watched tonight. Every single word you said was heard. Oh, I've been true to you. Upon my soul, I have. Give me time. A little. Ce roman va être immédiatement adapté au théâtre. Et Charles Dickens, qui aimait adapter et lire ses œuvres devant des foules enthousiastes, obtint l'un de ses plus grands succès avec la lecture de Sikes et Nancy. En 1842, le magazine Punch n'hésitait pas à plaisanter sur ce thème. Nous sommes une société de marchands, un peuple mercantile. Le meurtre est sans aucun doute un délit révoltant. Néanmoins, comme ce qui est fait ne peut être défait, faisons de l'argent avec. Oui, le meurtre était l'un des grands divertissements du XIXe siècle. Qu'ils appartiennent à la catégorie fictive ou qu'ils soient de véritables crimes. Publié en 72 épisodes, The Boy Detective s'inscrivit dans la catégorie des romans policiers bon marché. Des histoires se déroulant en milieu urbain, un environnement familier pour les lecteurs de ce magazine. Cependant, alors que les publications précédentes avaient tendance à se focaliser sur les criminels, The Boy Detective va mettre l'accent sur ceux qui résolvent les enquêtes, comme dans Les Crimes de Londres, où un fugueur prépubère appelé Ernest Keane travaille pour un inspecteur de police. Une relation avec son employeur qui n'est pas sans rappeler la collaboration entre The Baker Street Irregulars et Sherlock Holmes, dans les nouvelles écrites plus tard par Arthur Conan Doyle. Si The Boy Detective a été conçu pour plaire avant tout aux plus jeunes, les autres publications à base de mystère avaient tendance à être beaucoup plus effrayantes et à s'adresser à la classe croissante des banlieusards.
Toutes ces séries étaient connues sous un seul nom, l'horrible Penny, ou Penny Dreadfuls. La partie épouvantable provenait de la tendance de ces récits à s'attarder sur le meurtre, le vol et le côté sordide de la vie urbaine. Le penny, lui, correspondait au prix de chaque journal de 8 pages, imprimé sur du papier bon marché. Si, à cette époque, les détectives ne sont qu'une branche de Scotland Yard, comme pour l'inspecteur Bucket dans le roman Bleak House de Charles Dickens, publié en 1852, Arthur Conan Doyle, lui, va faire de son enquêteur un détective privé non officiel, à l'instar de son premier roman, Une étude en rouge. À noter, la profession de détective privé va massivement augmenter suite à la loi de 1857 sur le divorce, le Matrimonial Causes Act. Publié pour la première fois en 1864, The Illustrated Police News va devenir le tout premier tabloïd moderne. Un hebdomadaire, un condensé de crimes en tout genre, scandales, morts et superstitions, au ton effrayant qui ne fait pas dans la demi-mesure. Un journal qui verra son apogée en 1888 avec les crimes de Jack l'Éventreur. Et bien avant la sortie du premier Sherlock Holmes en 1887, Conan Doyle a déjà publié des œuvres de fiction comme The Mystery of Sasassa Valley en 1879, The Captain of the Polestar en 1883 ou J. Habakkuk Jeffson Statement en 1884. En tout, près d'une trentaine de textes. Et l'essor de la presse britannique va jouer à son tour un rôle majeur. 1712. L'Angleterre met en place une taxe sur les journaux, le Stamp Act, qui sera abrogé en 1855. L'introduction du papier, fabriqué à partir de pulpe de bois entre les années 1875 et 1885, va contribuer à baisser le prix des journaux, les rendant accessibles au plus grand nombre, triplant ainsi la diffusion sur le territoire britannique. 1882. L'évolution des machines d'imprimerie permettent désormais d'imprimer des photographies grâce au procédé du halfton. La presse féminine se développe avec The Ladies Pictorial en 1885, suivi par The Lady et Woman en 1889, puis The Gentlewoman en 1890. Si les journaux comme The Illustrated London News, fondé en 1842, nécessitent des correspondants à l'étranger, augmentant ainsi le coût du journal, George Nunez, le fondateur du Titbits en 1881, va lui avoir recours à un tout nouveau stratagème, celui d'amuser et d'instruire, lui permettant ainsi de devenir l'un des médias les plus populaires au Royaume-Uni. Ainsi, la loi de 1870 sur l'enseignement primaire des enfants de 5 à 12 ans va permettre le développement d'un lectorat jeune qui, 17 ans plus tard, deviendra avide d'une littérature bon marché et prêt à dévorer les aventures de Sherlock Holmes. Le Titbits fut financé par l'ouverture d'un restaurant végétarien à Manchester. À la fin du XIXe siècle, le magazine atteignait un tirage de 700 000 exemplaires. Le Titbits permettait aussi à de nombreux écrivains en devenir de gagner un peu d'argent, à l'instar d'Herbert George Wells avec ses connaissances scientifiques. Fort d'une base solide, George Nunez fonde en 1891 le Strand Magazine avec la formule suivante: une image sur chaque page, des histoires fictionnelles palpitantes, des interviews et des articles basés sur des faits divers. Le premier numéro sera vendu à 300 000 exemplaires, pour dépasser rapidement le demi-million par mois. Le Strand Magazine est un véritable terreau fertile pour toute une liste d'aspirants écrivains comme un certain Arthur Conan Doyle. Au cours de ses 60 années d'existence, entre 1890 et 1950, le magazine va publier des articles d'écrivains connus tels que Arthur Morrison, Agatha Christie, Rutger Hagart, P.G. Wodehouse, Rudyard Kipling, Dorothy Sayers, sans oublier la reine Victoria et Winston Churchill. La couverture du Strand Magazine va constituer une autre marque de fabrique bien identifiable par ses lecteurs. Une illustration conçue par l'artiste George Charles Haight, qui a suspendu avec charme le titre du magazine à des fils électriques qui zigzaguent au milieu de la rue. Concernant Conan Doyle, son agent, Alexander Pollock Watt,
se charge d'envoyer le texte d'un scandale en Bohème à l'éditeur du Strand, Herbert Greenhound Smith. À la lecture de cette première nouvelle de Sherlock Holmes, il l'encourage à continuer. Avril 1891. Conan Doyle s'installe à Londres comme spécialiste des troubles oculaires. Il passe ses journées à écrire sans discontinuer, de 10h du matin à 16h, transformant son cabinet de consultation en salon d'écriture. D'ailleurs, son journal témoigne de la vitesse à laquelle il produisait ses textes. Le vendredi 10 avril 1891, une semaine après avoir envoyé le texte d'un scandale en Bohème, il note « A case of identity terminé ». Le lundi 20 avril, il envoie le texte « The Red-Headed League », le 27 avril « The Boscombe Valley Mystery », il enchaîne sur « The Adventure of the Five Round Pips », mais celui-ci ne sera terminé que le 18 mai à cause d'une forte grippe qui va le clouer au lit pendant presque 3 semaines. Les 6 premières aventures de Sherlock Holmes dans le Strand Magazine seront publiées dès juillet 1891. La publication du Chien des Baskerville sous forme de feuilleton entre août 1901 et avril 1902 va permettre au magazine d'atteindre des records de vente. Les parodies débuteront moins d'1 an après la publication d'un scandale en Bohème. Et des parodies, il va y en avoir beaucoup. Vraiment beaucoup. Dès 1892, Robert Barr va publier dans The Idler les aventures satiriques de Sherlock Holmes. Le Ludgate Weekly va publier la même année Adventure of Sherwood Oaks, An Interrupted Honeymoon, écrit par Charles Rothwell. Le Tidbits lui-même publiera en décembre 1892 The Adventure of Sherlock Holmes, The Sign of Gore, écrit par F. W. Freeman, et 32 courtes histoires écrites anonymement The Adventure of Sherlock Holmes en novembre 1893 et décembre 1894. Quant à la première féminisation du célèbre détective avec Mrs. Julia Sherlock Holmes, ce texte sera publié sous le pseudonyme K en 1894 dans le magazine The Student de l'Université d'Édimbourg. En novembre 1893, le théâtre sera lui-même de la partie. En effet, l'acteur Charles Brookfield sera le premier à interpréter le détective sur scène dans une farce musicale, Under the Clock, sur les planches du Royal Court Theatre. Quant à l'une des toutes premières parodies, elle sera signée par son ami l'auteur écossais James Matthew Barrie, l'auteur de Peter Pan. Une parodie particulièrement appréciée par Conan Doyle. My Evening with Sherlock Holmes sera publié dans The Speaker Magazine en novembre 1891, 4 mois après un scandale en Bohème. Et d'ailleurs, Conan Doyle se prêtera lui-même à cet exercice. Dans les versions les plus burlesques, on trouvera Mark Twain, Bret Hart et O. Henry Doyle. Dans In a Double Barrel Detective Story, publié en 1902, Mark Twain va transplanter Sherlock Holmes dans un camp de mineurs en Californie, aux grandes dames de son neveu meurtrier, Fetlock Jones. Quant au Ellery Queen's Mystery Magazine de février 1958, l'auteur de science-fiction, Poul Anderson, va avec les joyaux de la couronne martienne projeter le détective, ou plutôt son avatar Shylock, sur Mars, en quête de retrouver les bijoux disparus lors de leur retour d'une exposition sur Terre. En termes de parodie, le cinéma ne fait pas exception à la règle, à l'instar du film Shanghai Night, sorti en 2003 avec Jackie Chan et Owen Wilson. Un film où les références à Sherlock Holmes et Arthur Conan Doyle sont nombreuses, à commencer par l'année à laquelle se déroule l'intrigue, 1887, l'année de parution d'une étude en rouge. How do you know? It's an investigative technique I've developed. I can deduce intimate details about an individual through a close scrutiny of their personal effects. Your name, please, sir? So I can announce you. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes.
I think we look good. Voyage is going to give me time to work on my new novel. It features a new kind of detective, and it's going to solve crimes using deductive reasoning. Give me a name. What's his name? Actually, Roy, I was rather hoping to call him Sherlock Holmes, if that's all right with you. It's very nice of you, Roy. Well, I would have kept the name if I thought it was any good. It's a horrible name for a detective. Sherlock Holmes? Holmes? Et à propos de notre canon, en dehors des 4 romans, les 56 nouvelles de Sherlock Holmes vont être regroupées sous forme de volumes. Les aventures de Sherlock Holmes seront publiées en 1892, les mémoires de Sherlock Holmes en 1894, le retour de Sherlock Holmes en 1905, son dernier coup d'archet en 1917 et les archives de Sherlock Holmes en 1927. Publié pour la première fois dans son livre An Irregular Guide to Sherlock Holmes of Baker Street en 1947, l'éminent expert sherlockien, le professeur de droit J. Finlay Christ, va mettre au point un système d'abréviations qui vont permettre d'encoder les 60 histoires du détective sous la forme de 4 lettres. Il est également connu pour sa chronologie originale des aventures de Sherlock Holmes. Aujourd'hui encore, la plupart des Holmésiens à travers le monde utilisent ces abréviations pour faire référence à l'une des 60 histoires écrites par Arthur Conan Doyle. Par exemple, sa première œuvre, Study in Scarlet, est identifiée par les lettres STUD et The Six Napoleon par SIXN. Si vous cherchez un excellent moyen pour découvrir toutes ces aventures, je vous conseille The Annotated Sherlock Holmes, écrit en 1967 par l'éminent holmésien William Stuart Baring-Gould. Un ouvrage contenant tous les textes du canon, agrémenté de notes de bas de page très descriptives et qui vous feront découvrir d'incroyables détails. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu pour soutenir l'émission et à la partager. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.